Dans cette vidéo, je vais aborder les histoires mystérieuses qui sont arrivées aux abonnés. Ils m'ont envoyé plein d'histoires et à chaque fois le point commun, c'est qu'ils ne comprennent absolument pas ce qu'il s'est passé. Ensemble, on va essayer de décortiquer un petit peu ce qui leur est arrivé. Peut-être qu'on arrivera à trouver un semblant d'explication ou pas. En tout cas, dans les commentaires, vous serez là, j'espère, pour donner votre avis sur ce qui leur est arrivé. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez laisser un j'aime sous la vidéo et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram qui s'affiche juste ici si vous souhaitez m'envoyer une histoire mystérieuse qui vous est arrivée pour qu'on puisse essayer de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être qu'un avis extérieur ça peut aider, ou alors vous pouvez aussi m'envoyer une histoire effrayante, très terre à terre que vous avez vécue et qui vous a laissé une certaine marque. J'espère que vous êtes prêts, bien installés, et si c'est bon, on est parti pour se plonger dans notre première histoire mystérieuse d'abonnés. Élise et sa sœur partageaient la même chambre. Cette chambre était située à l'étage de leur maison. Et pour y accéder, c'est assez particulier, il fallait passer par un escalier en bois qui se trouvait dans le garage. Au moment des événements, nous sommes en plein été, un soir, et comme à leur habitude, Élise et sa sœur aimaient discuter jusqu'à assez tard dans la nuit. Et vers 1h du matin à peu près, les filles discutaient, elles parlaient peut-être un peu fort, si fort que, les murs étant un peu fins, leur voix résonnait dans la maison, surtout au rez-de-chaussée, là où il y avait la chambre de leurs parents. Et à un moment donné, un bruit les a sortis de leur discussion. Ce bruit, c'était celui de la porte du garage qui claquait. Tout de suite, Élise s'est dit que c'était son père qui venait les voir pour leur dire de se taire. Donc une petite stratégie mise en place, faire semblant de dormir, comme ça leur père ne pourra rien dire. Mais le temps passe un peu et le père ne vient jamais dans leur chambre. Elles se disent que peut-être le papa, n'entendant plus rien, est reparti, donc les deux filles rallument la lumière. Mais il y a quand même un petit sentiment de malaise. Elles ont aussi entendu du bruit dans les fameux escaliers en bois, donc pour elles, c'est sûr et certain, quelqu'un est monté. Elles ont vraiment entendu les bruits de pas qui montaient, mais jamais qui redescendaient. Élise s'est donc levée pour aller vérifier qu'il n'y avait bien personne, et elle explique que sa porte de chambre donnait sur un dressing, et il y avait dans le dressing une autre porte qui l'a menée vers le fameux escalier. Elle ouvre les deux portes, personne. La lumière est éteinte, il n'y a absolument aucun signe de vie. Mais dans la tête d'Élise, il y a quand même ce doute qui subsiste. Elle en est sûre et certaine, elle a vraiment entendu quelqu'un. Donc elle décide d'aller encore plus loin dans ses recherches, de descendre carrément l'escalier en bois pour voir si quelqu'un est en bas. Mais non, il n'y a personne. Elle va voir la porte du garage qui donne vers l'extérieur et la porte est fermée à clé. Il n'y a que le père qui range les clés ou qui les a sur lui ou proche de lui. Donc personne n'est rentré dans la maison. Ça semble complètement évident. Élise remonte vers sa sœur. Et encore une fois, ce malaise est présent. Fini de parler, de rigoler, là, elles sont toutes les deux silencieuses, elles se regardent et elles essayent de comprendre ce qui s'est passé. Elles se disent que finalement, elles vont aller dormir pour pouvoir passer à autre chose, mais alors qu'elles ont rééteint les lumières et qu'elles essayent de tomber dans les bras de Morphée, elles entendent toutes les deux un sifflement qui vient du garage. Et après ce sifflement, il y a les marches de l'escalier en bois qui se mettent à craquer comme si quelqu'un était en train de marcher dessus. Élise a peur, elle sait que son père parfois peut siffler, mais ce sifflement-là, vraiment, ça lui fait froid dans le dos. Elle en est sûre et certaine, ce son, ça ne vient pas de son père. Et en même temps que le sifflement, Élise entend après un grognement. Les filles sont tétanisées. Elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et elles commencent à se dire que ce quelque chose n'est pas tangible. C'est quelque chose de malveillant, peut-être de paranormal. Elles pensent concrètement qu'il y a une entité surnaturelle qui rôde dans sa maison. Donc voulant protéger sa sœur, Élise se rapproche d'elle, elle lui dit de ne pas faire de bruit et ensemble, étant croyantes, elles se mettent à prier. Et au fur et à mesure des prières, l'oppression, d'abord minime qu'elles ressentaient, commençait à s'intensifier, comme si elles étaient entre deux mains et qu'elles se rapprochaient petit à petit jusqu'à les compresser complètement. Le sifflement, lui, qu'elles entendaient était toujours là et il s'approchait petit à petit. D'abord il était dans le garage, puis dans l'escalier, là il arrive au niveau du dressing, donc directement dans la chambre, et après dans la pièce où elles étaient, elles ont entendu des bruits de pas résonner. Élise en était sûre, quelqu'un était dans la chambre, mais pourtant elle ne voyait absolument personne. Les grognements eux étaient de plus en plus forts, concrètement Élise sentait que l'origine de ces grognements se rapprochait d'elle et de sa sœur. Le parquet de la chambre grinçait, le fait qu'il y ait quelqu'un ou quelque chose n'était même plus une question en elle-même. Donc complètement paniquée, Élise cherche une aide extérieure. Elle prend son téléphone et elle appelle une amie. Heureusement l'amie a décroché et au moment où elle a décroché, dans le téléphone, Élise a entendu
3 énormes coups. Très apeurée, elle a demandé à son amie si c'était elle qui était à l'origine de ces coups, et l'amie a dit que non. Élise a du mal à y croire, elle essaye tout de même un peu de rationaliser les choses quand même. Elle lui dit que là, sa sœur et elle ont très peur, donc c'est pas le moment de faire des blagues, mais son amie lui assure qu'effectivement, elle n'a rien fait. Élise passe du temps avec son amie au téléphone, elle arrive à relâcher un peu la pression, et une fois que tout semble être revenu à la normale, il n'y avait plus de sifflement, plus rien, donc la peur a commencé à s'atténuer. Élise a dit à son amie qu'elle allait partir se coucher, elle a donc raccroché, mais dès qu'elle a raccroché, il y a eu les 3 mêmes coups qu'elle avait entendus au téléphone, mais cette fois-ci, elle les entend dans la chambre, comme si la chose qui avait fait les coups dans le téléphone frappait maintenant sur les murs de la chambre. Alors qu'elle cherchait du regard dans la chambre ce qui pouvait être à l'origine de ce bruit, Élise a posé ses yeux sur le lit de sa sœur. Elle ne voyait rien, mais elle sentait au fond d'elle que ce qu'il y avait là, c'était un homme. Et elle sentait cette présence juste devant le lit de sa sœur. C'est ce qu'elle a dit, elle a dit à sa sœur qu'il y avait quelqu'un devant son lit, et sa sœur lui a répondu « C'est bizarre que tu dises ça, parce que je sens que quelqu'un me touche les pieds. » Pour Élise, cette fois-ci, la situation devient ingérable, elle décide de prendre une décision, cette décision c'est d'aller chercher les parents. Elle s'est donc précipitée dans la chambre des parents, elle les a réveillés, elle a expliqué la situation. Le papa lui était quelqu'un de plutôt rationnel, donc il ne semblait pas plus inquiet que ça. Pour lui c'était plutôt la peur d'enfant, le fameux monstre sous le lit ou le monstre dans le placard. Pour la mère, elle qui était un peu plus concernée par ce genre d'événement, elle a tout de suite senti que dans la maison, effectivement, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Les parents sont donc allés dans la chambre des enfants et ensemble, ils se sont mis à prier jusqu'aux premières lueurs du jour. Et quand rassurés par la lumière du jour, là les choses se sont calmées, la maman a dit une chose à ses enfants qui est restée marquée dans la tête d'Élise. Elle a dit « Ne quittez jamais votre chambre quand ce genre d'événement se produit, car c'est chez vous, ici. Si vous fuyez, vous montrerez que vous avez peur et c'est en quelque sorte accorder un certain pouvoir à ces entités qui ne semblent pas leur vouloir de bien. » Finalement, vers 5 h du matin, une fois que la pression était vraiment redescendue et que tout semblait être redevenu complètement à la normale, là, Élise et sa sœur ont finalement réussi à trouver le sommeil épuisés après cette fameuse nuit de terreur. Cette nuit est restée à jamais gravée dans la mémoire d'Élise. Pour preuve, elle m'a raconté cette histoire et à ce jour, elle et sa sœur n'ont aucune explication rationnelle sur ce qui a pu se passer. Et justement, qu'est-ce qui a bien pu se passer pendant cette fameuse nuit ? Effectivement, on peut penser à quelque chose de paranormal. Mais si on se plonge dans cette hypothèse-là, une question me vient en tête, c'est pourquoi il y aurait eu un événement unique ? Est-ce que les fameuses prières ont fait partir l'entité ? Ou est-ce que, alors ça c'est possible, et Élise pourrait ne pas être au courant, que ses parents ont fait appel à un spécialiste, une médium ou quelqu'un d'autre, pour faire partir l'entité sans que les enfants soient au courant pour ne pas les apeurer. Si on part sur quelque chose de plutôt rationnel, je pense que ça aurait été précisé dans l'histoire si ça avait été le cas, mais ça aurait pu être un chat, un animal de compagnie, mais comme je le dis, c'est un détail important, on peut facilement soulever cette hypothèse-là. Donc s'il y avait un animal de compagnie qui aurait pu être à l'origine des différentes choses, je pense qu'on le saurait. Autre point qu'on peut avancer, un cambrioleur peut-être, mais Élise dit bien qu'elle n'a jamais vu personne de ses propres yeux. Peut-être que l'intrus arrivait à être discret, peut-être qu'il y avait aussi un enchaînement de coïncidences. Quand Élise se trouvait dans une pièce, l'intrus n'y était pas. Par exemple, quand elle est descendue dans le garage, peut-être que l'intrus, lui, était parti dans le salon. Mais est-ce qu'un intrus se serait vraiment mis à siffler et à grogner ? Je pense que ça casse un peu le côté discrétion que l'intrus aurait voulu potentiellement préserver. Donc, pas d'explication. D'un point de vue rationnel en tout cas, je n'en vois pas. En commentaire, vraiment, dites-moi vous si vous avez des théories que je n'ai pas évoquées. Peut-être que je n'ai pas forcément la vision de la chose. Évidemment, on peut facilement penser à quelque chose de paranormal, mais je sais que cet aspect-là, il est plus douteux pour certains que d'autres. En tout cas, Élise, si tu te reconnais, merci d'avoir partagé ton histoire. Maintenant, nous allons passer sur notre deuxième mystère d'abonnés. Dans ce nouveau témoignage, on va voir ce qu'a raconté Antoine. Son histoire est assez particulière parce qu'il n'explique pas quelque chose qui lui est arrivé directement, il partage une découverte qu'il a pu faire. Il nous dit qu'il est passionné d'histoires en tout genre, notamment des histoires mystérieuses, et donc il passe beaucoup de temps à la bibliothèque pour chercher plein d'histoires diverses et variées. Et justement, à un moment donné, il a lu un livre qui s'appelle Magie et superstition de l'Ancien Régime, et en lisant les histoires de ce livre, ça lui a rappelé quelque chose qu'il avait déjà lu auparavant. Il avait découvert une histoire très étrange dans un livre de Louis Powell et Guy Breton, des personnes qui sont connues pour rédiger des histoires paranormales supposément vraies.
Et dans ce fameux livre, il y avait une histoire qui était en fait le témoignage d'une personne qui avait vécu l'histoire qui a marqué Antoine. C'était un étudiant en lettres à la Sorbonne qui raconte qu'il aimait profiter en soi des jours où il faisait beau pour se poser tranquillement dans le jardin du Luxembourg. Et un jour, on était au printemps, il s'y était posé comme il avait l'habitude de le faire pour manger un bout, et alors qu'il était en train de profiter tranquillement de sa tranquillité, un vieil homme assez barbu l'a interpellé. Ils ont beaucoup parlé, et le feeling est plutôt bien passé entre l'étudiant et le vieil homme, si bien que le vieil homme a proposé à l'étudiant d'aller dîner chez lui le soir même. Il lui a dit: ma femme organise un repas à l'occasion du départ de mon fils en Afrique. Vous n'avez qu'à venir, c'est pas très loin d'ici. L'étudiant s'est posé la question d'y aller ou pas. Il se dit que le courant était bien passé, donc qu'est-ce qu'il pouvait risquer? Beaucoup de choses en soi, mais il s'est dit ok, j'y vais. Le soir venu, le fameux étudiant s'est donc présenté à l'adresse que le vieil homme lui avait donnée. L'endroit était très chaleureux, mais il a senti comme une atmosphère assez étrange. La femme du vieil homme était habillée en noir, le fils était là, et bien que tout le monde était souriant, l'étudiant ne comprenait pas d'où venait ce sentiment assez lourd qui lui pesait sur les épaules. Quoi qu'il en soit, il a décidé de mettre ce sentiment de côté, il a passé le dîner qui était très agréable, et après le repas, tout le monde est passé au salon pour boire un dernier verre, le fameux petit digestif. Et étonnamment, l'étudiant a été invité à s'asseoir sur un fauteuil bien précis. Il a posé son briquet car il était fumeur sur la coudoir du fameux fauteuil, et sur ce briquet il y avait ses initiales, c'était vraiment un objet petit mais bien distinct. La soirée a continué toujours sous les meilleurs auspices, et à un moment donné l'étudiant s'est dit qu'il allait rentrer chez lui. Il a donc quitté la demeure du vieil homme, mais une fois qu'il a passé la porte de l'immeuble, il s'est dit « mince, j'ai oublié mon briquet ». C'était un objet important qu'il ne pouvait absolument pas laisser là, il avait une énorme valeur sentimentale à ses yeux, donc sans se poser la moindre question, il se dit « je viens de partir, j'y retourne, je toque, ils ne doivent pas être déjà en train de dormir, je vais pouvoir récupérer ce qui m'appartient ». Sauf que, en se retournant, le jeune homme se rend compte que toutes les lumières de l'immeuble sont éteintes. Il rentre donc jusqu'à l'appartement, il toque, personne n'ouvre. Il frappe un peu plus fort, encore une fois, personne. Voulant vraiment récupérer son briquet, il frappe vraiment à plusieurs reprises, si fort que ça réveille le voisin qui vit juste à côté. Le voisin ouvre la porte, il est un peu énervé, ça peut se comprendre de se faire réveiller par quelqu'un qui frappe à une porte. Le voisin fait part de son mécontentement et le jeune étudiant répond qu'il est venu dîner dans l'appartement il y a très peu de temps et qu'il vient juste récupérer quelque chose qu'il a oublié. Sauf que le voisin, quand il entend ça, il le regarde d'une manière extrêmement perplexe. Il lui dit « Monsieur, vous devez faire erreur, cet appartement est inoccupé depuis 10 ans. » L'étudiant ne comprend pas, il pense évidemment qu'on lui fait une blague juste pour qu'il parte, mais il dit « mais c'est pas possible, j'ai mangé ici il y a 5 minutes, même pas. » Le voisin hausse un peu les épaules et il dit à l'étudiant « bon écoutez, je connais peut-être quelqu'un qui pourrait vous en apprendre davantage. » Pendant plusieurs jours, l'étudiant avec le voisin font des recherches afin de retrouver qui étaient les proches de la dernière personne qui a vécu dans le logement. Ils ont concrètement, avec des archives, réussi à retrouver les parents de la dernière personne qui vivait dans cet endroit. L'étudiant a donc contacté cette personne et il a raconté toute son histoire. La personne, en entendant tout, est stupéfaite parce qu'elle lui dit « écoutez, ce que vous me dites c'est complètement insensé, mais la description que vous faites des personnes qui vous ont accueillis, ça ressemble trait pour trait à mon oncle et à sa famille. » Il raconte que le vieil homme barbu était un ancien pêcheur, chose que l'étudiant avait appris au cours des différentes conversations, et que son fils était parti en mission en Afrique, mais il a perdu la vie là-bas à cause d'une maladie. Sa mère, complètement dévastée, est morte de chagrin, et le vieux barbu, lui, le père de famille, a suivi peu de temps après. Mais tout ça, ça s'est passé il y a 10 ans. Le parent à cette fameuse famille, quand même intrigué par cette histoire, parce que cet étudiant ne pouvait pas avoir connu son oncle et sa famille, a accepté d'ouvrir les lieux pour lui, afin de voir ce qu'il y avait dans le logement, et à l'intérieur, tout était complètement abandonné. Ça ne ressemblait absolument pas à ce qu'avait vu l'étudiant quand il était allé dîner là-bas. Il y avait une odeur, une puanteur abominable, cette odeur de renfermé parce que l'appartement avait été inoccupé, personne n'avait ouvert les fenêtres depuis 10 ans. Il y avait de la poussière partout qui faisait éternuer l'étudiant qui était là, des toiles d'araignée. L'étudiant a donc expliqué où il avait laissé son briquet parce que c'était ça le but initial de sa recherche à la personne qui l'avait accompagné. Et effectivement, sur le fauteuil qu'il avait occupé, sous une couche de poussière, il y avait le briquet gravé de ses initiales.
Pour le jeune homme, la conclusion de cette expérience, c'est que finalement il a retrouvé son briquet. Et aussi il se dit qu'il a potentiellement dîné avec des morts. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette histoire ? C'est une histoire assez particulière. Là où c'est compliqué, c'est que c'est pas une histoire racontée directement par quelqu'un, c'est un témoignage qui est issu d'un livre qui est raconté par quelqu'un d'autre. Donc est-ce que il manque des détails ? Peut-être, je ne sais pas, je fais confiance à la personne qui m'a envoyé cette histoire, mais c'est assez particulier. D'un point de vue rationnel, on peut se dire que l'étudiant, il a fait un méga bad trip. Mais pour que ce bad trip corresponde à la réalité, c'est bizarre. Est-ce que cette personne aurait pu peut-être lire quelque part l'histoire du vieux pêcheur et tout, et en fait il s'est absolument tout imaginé dans sa tête? C'est possible, mais ça me semble extrêmement gros, ça ferait un excellent film. Après, repartir sur la théorie du paranormal comme ça me semble aussi très facile. Parce que personnellement, je trouve que ça fait plus genre voyage dans le temps plutôt que histoire vraiment de fantôme. Parce que si histoire de fantôme il y a, comment c'est possible quand l'étudiant s'est rendu dans l'appartement, que l'appartement ressemble à comment il était il y a 10 ans? En plus de ça, comment il aurait pu voir le vieil homme dans le parc? Enfin, c'est assez bizarre, c'est très ciblé, romancé, peut-être un peu trop romancé. Après, peut-être que ça, c'est la mise en forme pour le livre où l'histoire a été écrite qui veut ça, mais c'est assez bizarre. Des histoires paranormales comme ça, mixées un peu avec du voyage dans le temps, j'en ai très peu vu, pour ne pas dire jamais. Après, je pense que inexplicable, c'est possible. Et pour expliquer les choses, il manque probablement beaucoup de détails. Je pense que là, pour le coup, même en commentaire, vous aurez du mal à voir. Après, parfois, les théories les plus folles peuvent être celles qui s'avèrent être la réalité. Donc, si vous en avez, mettez-les, j'irai les voir avec grand plaisir. Parce que sur ce cas-là, j'avoue que je sèche un petit peu. Nouvelle histoire, nouveau mystère. Cette fois-ci, ce sera l'histoire de Samantha. Elle nous dit qu'elle avait 12 ans quand un événement très étrange s'est produit. Aujourd'hui, elle a 21 ans, mais pour autant, elle n'a jamais oublié cette histoire qui s'est passée il y a 9 ans. Elle nous dit que le jour où il s'est passé l'événement qui l'a marqué, il n'y avait que 3 personnes dans sa maison. Son père, lui, était déjà parti au travail, donc il y avait sa mère, son frère et elle. Il était assez tôt le matin, il était 7 heures, et alors que sa mère et son frère regardaient la télévision, Samantha, elle, dormait encore profondément dans sa chambre. Mais elle nous dit qu'elle ne faisait pas vraiment un joli rêve. Ce qu'elle faisait, c'était un effroyable cauchemar. Dans son cauchemar, elle était poursuivie par une présence. Mais elle sentait cette menace complètement constante. Elle savait qu'il y avait quelque chose derrière elle qui lui voulait du mal. Et dans son rêve, toujours, alors les rêves sont souvent inexplicables, à un moment donné, elle a vu sa famille qui s'est retournée vers elle d'un seul coup. Ça fait très film d'horreur. Sentant un peu un sentiment de sécurité en voyant sa famille, ce qui est logique, elle a crié « Je suis là !» comme si elle demandait de l'aide, et c'est là qu'elle a senti dans son dos une morsure. Et c'est au moment de la morsure que là, elle s'est réveillée. Et ce qu'elle ne comprend pas, c'est qu'en se réveillant, elle avait réellement mal là où il y avait cette fameuse morsure. La douleur était bien là, et même pire, elle s'intensifiait. Donc, assez en panique, elle a appelé sa mère et lui a demandé de venir. Sa mère s'est précipitée dans sa chambre et Samantha a expliqué qu'elle avait été mordue. Mais c'était impossible. Le petit frère était pendant tout ce temps devant la télé, le chien était aussi dans le salon, mais la maman de Samantha, voyant qu'elle était vraiment paniquée, lui a dit de venir avec elle sur la terrasse, prendre un peu la lumière du soleil, histoire de se rassurer, vraiment de casser le truc du mauvais rêve. Mais, avant d'y aller, la maman de Samantha, sûrement par curiosité, lui a relevé doucement son pyjama, et c'est là qu'il y a eu un silence très pesant. La maman a pris son téléphone, elle a pris une photo, et elle a dit à Samantha, « Écoute-moi bien, t'as vraiment une morsure dans le dos. » Samantha dit que sur la photo, les marques de dents étaient extrêmement visibles. Il n'y avait aucun doute possible. Donc elle se dit, comment est-ce possible que ce cauchemar était en fait plus réel qu'il ne paraissait l'être? Sa mère ne savait pas quoi dire. Samantha ajoute que depuis quelque temps, il y avait quand même, selon ce qu'elle dit, des phénomènes paranormaux chez elle, mais ça n'était jamais allé jusqu'à une attaque physique. Elle a juste demandé à sa mère de supprimer la photo, comme si supprimer la photo allait supprimer ce mauvais souvenir, mais comme vous le savez, aujourd'hui, 9 ans plus tard, presque 10 ans plus tard, Samantha s'en souvient encore extrêmement bien. Depuis ces événements, les manifestations n'ont jamais cessé. Sa mère brûle de la sauge et fait des prières pour essayer de calmer les entités s'il y en a, mais apparemment ça n'a jamais atténué le mal qui se trouvait dans la maison. Histoire très particulière ici. D'abord, quand j'ai découvert l'histoire et que j'en étais pas encore au stade où il y avait vraiment la trace de morsure, je me disais que parfois notre corps peut nous jouer des tours. C'est-à-dire qu'au début, je me disais, quand Samantha disait qu'elle s'est réveillée et qu'elle sentait cette morsure dans son dos, que c'était simplement un contre-coup du cauchemar. Ça m'est déjà arrivé.
alors là je vais avoir l'air d'un fou, mais ça m'est déjà arrivé personnellement, alors ça n'a rien à voir mais un petit peu quand même, de faire un rêve où j'étais en couple avec une personne que je n'avais jamais vue, ou en tout cas que je ne connaissais pas, parce qu'apparemment on rêve de personnes qu'on a pu croiser dans la journée, etc. Et je me souviens que dans ces rêves-là, j'étais très amoureux. Et quand je me réveillais, j'avais ce sentiment, vous savez, de chaleur au cœur, où je me disais, ça y est, cette personne c'est la bonne et je vais l'épouser, c'est la femme de ma vie, sauf que je connaissais juste une bribe de visage parce que mes rêves n'étaient pas clairs, je connaissais pas son nom, et au bout d'une heure, c'était fini. Je pensais à un truc un peu comme ça, mais plutôt d'un point de vue horrifique, avec ce truc de la morsure, mais le fait que la morsure ait été vraiment bel et bien présente, ça c'est quelque chose d'assez particulier. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas la photo, je suis curieux de savoir à quoi ressemblait vraiment cette morsure. Est-ce que ça ressemblait plutôt à une morsure d'animal, une morsure plutôt venant d'une mâchoire humaine? Évidemment, comme pour beaucoup d'histoires mystérieuses, on peut se plonger vers quelque chose de paranormal. En plus de ça, il est ajouté qu'il y avait plusieurs événements paranormaux qui se produisaient depuis quelque temps. Rationnellement parlant, une hypothèse à laquelle j'ai pensé en lisant ton histoire, Samantha, c'est que peut-être, sachant que tu faisais un cauchemar, tu prémoussais peut-être dans ton lit et possiblement, ce qui a créé cette marque de morsure, c'était une sorte de pincement. Peut-être que tu t'étais coincé la peau au niveau du dos entre les lattes du lit ou avec quelque chose, peu importe, et que à un moment donné, la douleur était tellement forte, ton cerveau a assimilé ça par rapport à ton cauchemar, à la morsure de ce qui te poursuivait. Quand la douleur était trop intense, ça t'a réveillé, et c'est ce qui aurait pu laisser la marque. Et sachant que dans ton rêve, tu as imaginé qu'une personne te mordait, quand tu as vu la chose, alors je sais plus comment on appelle ça, tu voyais là une trace de morsure, alors que c'était peut-être plutôt une trace de pincement. Peut-être que tu as fait un biais par rapport à tout ça, peut-être que je me trompe, c'est juste une théorie que je mets sur la table. Faudra qu'on me dise si c'est possible ou pas, que des pincements puissent avoir la forme d'une morsure. Pour moi, ça me semble pas impossible. Après, vu qu'aussi tu expliques que tu avais des événements jugés comme paranormaux avant, peut-être que tout ça a, entre guillemets, manipulé ton cerveau vers cette piste-là. Après, on peut évidemment partir sur la piste paranormale où l'entité qui est dans ta maison, petit à petit, a commencé à vouloir s'acharner sur toi au fur et à mesure du temps, et pendant que tu dormais et que tu faisais un cauchemar, elle a vu là un moment où tu étais en état de faiblesse et en a profité pour t'attaquer. Après, derrière, est-ce que ce genre d'événement s'est reproduit? Ça, je ne le sais pas. Mais encore une fois, personnellement, ce qui va me surprendre, c'est le fait que ça se passe une fois. Est-ce que ce sont les prières, le fait de brûler de la sauge qui ont calmé l'entité? Peut-être. Je suis pas non plus un expert en paranormal, donc je ne saurais pas forcément dire. Mais voilà, je pense aussi qu'il y a une piste rationnelle qui peut être envisageable et qui nécessite potentiellement confirmation sur cette histoire de pincement. Est-ce que c'est possible? Il faudra confirmer si c'est possible que des pincements puissent prendre la forme d'une morsure concrètement. Et justement, dans les deux prochaines histoires, on va voir d'autres événements qui sont arrivés à Samantha. Il y en a notamment un qui s'est produit alors qu'elle était âgée de 16 ans. Elle nous dit que faute de place, elle partageait la même chambre que son petit frère. Lui était âgé de 8 ans et étant dans un espace assez réduit, leur lit n'était séparé que de 60 cm environ. Et au pied du lit de son frère, il y avait une petite table en bois qui occupait pas mal d'espace. Samantha, elle, nous dit qu'elle a toujours eu un sommeil léger, parfois perturbé, comme dans l'histoire précédente. Mais c'est pour dire, à la moindre lumière, elle est dérangée, même la lumière d'un téléphone. Je parle pas du flash, je parle vraiment de l'écran. Juste ça suffisait à la réveiller. Donc, chaque nuit, pour pouvoir bien dormir, elle dormait dans une obscurité complète. Mais une nuit, quelque chose l'a dérangée. Et même pire que ça, l'a réveillée en sursaut. Elle avait les yeux fermés, elle dormait normalement, mais elle a senti, vous savez, quand on ferme les yeux et qu'on a de la lumière, on sent qu'on a le visage éclairé. Je viens de me rendre compte que, pour illustrer ce que je voulais dire, j'ai fermé les yeux pour voir ce que la lumière derrière la caméra me faisait dans les yeux. Aberrant. Ah oui, je vis les histoires. Bref, elle ouvre difficilement les yeux parce que se retrouver dans l'obscurité complète à une lumière aveuglante, c'est compliqué, ça fait mal. Et quand elle a réussi à ouvrir les yeux, elle se rend compte qu'au-dessus de la table en bois qui se trouvait devant le lit de son petit frère, il y avait un petit garçon en lévitation. Il paraissait très humain. Il n'était pas un peu flou, il semblait vraiment être fait de chair et d'os, et Samantha le voyait si bien qu'elle pouvait en faire une description physique. Il semblait avoir 6 ou 7 ans, il avait une coupe au bol, les cheveux châtains, couleur miel à peu près, et il portait un pyjama à carreaux. Mais c'est pas forcément cette vision-là qui l'a terrifié.
Ce qui l'a apeuré, c'est que ce garçon fixait son petit frère. Il ne le quittait pas des yeux. Samantha se dit qu'elle est en train de rêver, donc elle essaye de cligner des yeux, encore là. Elle se pince, encore là. La situation a été très rapide, ça a duré 1 minute à peine. Et sans un bruit, au bout de cette fameuse minute, sans rien faire, le garçon qui émanait une lumière s'est comme dissous. Il a disparu. C'est comme si absolument rien ne s'était passé et l'obscurité est revenue. Samantha, choquée, est allée directement allumer la lumière. Son petit frère, lui, dormait encore tranquillement, il ne se doutait absolument pas de ce qu'il s'était passé. Donc Samantha, se disant qu'elle était plutôt habituée aux phénomènes étranges, s'est dit qu'elle allait se recoucher, chose qu'elle a faite. Le lendemain, encore assez perturbée par cette rencontre évidemment particulière, Samantha est allée raconter tout ça à sa mère qui était au téléphone avec sa tante. Sa tante a entendu ce que Samantha racontait et elle a dit à sa mère dans le téléphone « Est-ce que tu penses que c'est lié ?» Samantha n'a pas compris, elle a donc demandé une explication et sa mère lui a dit que la veille, le soir, pendant la nuit, sa tante et son oncle ont été réveillés par une voix d'enfant qui les appelait, qui disait « Maman, maman ». Ils ont retourné la maison à l'origine de ce fameux bruit, mais ils n'ont rien trouvé. Tous leurs enfants dormaient profondément, donc encore un événement que Samantha n'explique pas, qui a aussi été partagé par d'autres membres de sa famille. Bon, explication en veux-tu, en voilà. Le truc le plus simple à débunker ici, ou en tout cas qui pourrait sembler cohérent, c'est du côté de la tante qui a entendu « maman, maman ». On pourrait se dire que ça pourrait être un appel d'un des enfants de la tante qui a appelé sa mère simplement dans son sommeil. Il a parlé dans son sommeil. C'est quelque chose qui existe, qui arrive, donc ça pourrait se justifier par ça. Par contre, concrètement, concernant la vision qu'a pu avoir Samantha, ce fameux enfant, au début je me disais peut-être qu'elle a été aveuglée par quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais, quoi qu'il en soit, ce qui aurait pu se passer, sachant que la vision qu'elle a eue était très rapide, c'est qu'elle a eu un peu comme, alors ça va sembler très gros, un peu comme une migraine ophtalmique. Pour ceux qui connaissent, vous savez, vous avez l'impression de voir des taches ou du flou, ce genre de choses, vous avez comme des hallucinations. Après, vous avez un mal de tête vraiment infernal, mais je me dis que peut-être c'est ce genre de choses qu'elle a eu dans un premier temps, si je pars vraiment dans l'aspect rationnel. Par contre, ce qui me fait douter de cette piste-là, c'est que elle a quand même pu décrire vraiment avec précision à quoi ressemblait le jeune garçon. Elle a pu décrire sa coupe de cheveux, la couleur de ses cheveux et même le pyjama à carreaux qu'il portait. Je me dis, si tu as une hallucination due à une migraine ophtalmique, ça colle pas. Ça peut être juste une simple hallucination. Je pense pas à un rêve, parce que même en se pinçant, etc., ça semble montrer qu'elle n'était pas en train de dormir. Hallucination, peut-être. On pourrait avoir tout cet événement qui semble de plus en plus étrange, parce que la tante, elle aussi, a vécu quelque chose en lien avec des enfants au même moment. Ça peut s'expliquer comme ça. Mais vraiment, là, c'est mettre le doigt sur quelque chose de très précis et qui est facilement démontable. Après, bon, comme toujours, t'as l'aspect paranormal et vu que c'est inexplicable, trouver des explications à quelque chose d'inexplicable, compliqué. Après, je sais pas, je suis pas forcément très documenté sur ça, sur qu'est-ce que la lumière peut provoquer en termes de vision à quelqu'un qui est dans le noir. Parce que si Samantha était dans l'obscurité la plus totale et que d'un coup elle s'est fait aveugler par quelque chose d'intense, je me dis que ça peut jouer sur la vision. Peut-être qu'elle avait vu un truc avec des enfants et du coup son cerveau a projeté l'image d'un enfant qu'elle avait vu. Enfin, je pense qu'ici potentiellement on pourrait trouver des solutions. Un truc qui joue sur la luminosité quand t'es dans l'obscurité, quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus. Samantha pense, elle, que c'est full paranormal. Je remets pas en doute sa parole. Mais bon, je me dis que c'est aussi bien d'avoir quelque chose de l'autre côté de la balance. Comme ça, ça permet d'ouvrir un peu les débats. Dernière histoire de Samantha, mais aussi de la vidéo. C'est une histoire qui ne lui est pas arrivée directement à elle, mais qui est arrivée à quelqu'un de sa famille, à sa mère précisément, qui, de ce qu'on sait maintenant, a déjà vu bon nombre de choses qui semblent paranormales se produire. À l'époque où la maman de Samantha était plus jeune, elle avait décidé de passer quelques jours chez sa tante, qui vivait dans une villa plutôt isolée, assez loin de la ville. Et dans la maison de la tante, il y avait un cadeau d'anniversaire tout particulier, une poupée en porcelaine. Cette poupée pouvait interagir si on y mettait des piles, c'est-à-dire qu'elle pouvait marcher. Elle ne parlait pas, elle marchait juste. Bon, déjà, juste au début de l'histoire, ça me fait clairement penser à Annabelle. Ça a commencé comme ça, je vois bien le truc partir un peu de la même manière. Les poupées, on évite. Bon, après, si tu vois une poupée Barbie qui commence à marcher devant toi, je sais pas si tu vas flipper autant qu'une vieille poupée en porcelaine. Et rapidement, la maman de Samantha s'est rendue compte qu'avec cette poupée, quelque chose n'allait pas.
comme avec toutes les vieilles poupées. Chaque soir, à la même heure, elle s'allumait, alors qu'il n'y avait pas de pile à l'intérieur. Personne n'a réussi à comprendre pourquoi, et d'abord, c'était considéré comme quelque chose d'amusant. Mais rapidement, l'amusement a laissé place à la terreur. Voyant que ça commençait quand même à impacter la famille, l'oncle de Samantha a décidé de prendre la poupée avec lui. Mais vite, lui aussi, il s'est rendu compte que la prendre à ses côtés, c'était pas une bonne idée. Elle bougeait, elle faisait du bruit, et à chaque soir, toujours à la même heure. Au début, il se dit que c'est probablement dû à un dysfonctionnement. Peut-être qu'il y a un tout petit peu d'électricité, et d'un coup, à la même heure, la poupée se met à fonctionner. Un jour, l'oncle l'a posée sur le rebord de la cheminée, elle est tombée toute seule. Sauf qu'elle n'est pas tombée par terre, elle est tombée dans la cheminée. Elle était complètement calcinée, les cheveux avaient complètement cramé, donc elle était vraiment même plus utilisable en objet de déco, donc l'oncle s'est dit, je la mets au grenier. Un endroit qui était interdit d'accès pour tout le monde, car l'oncle était en train de faire des travaux. Déjà, la poupée n'avait plus de piles, et en plus, elle avait pris cher dans la cheminée, donc elle était plus censée pouvoir bouger du tout. Vous me voyez venir. Les nuits qui ont suivi, des bruits résonnaient dans la maison, comme des bruits de grattement au niveau du grenier. La famille en est sûre, quelque chose bouge, et d'abord, ils se disent que c'est peut-être des rats ou des nuisibles, ce genre de choses. Mais, sachant que la poupée est là-haut et qu'elle a toujours eu un comportement étrange, il y a toujours cette petite idée de « c'est la poupée » qui est dans la tête. Et un matin, tout le monde s'est réveillé et la famille a remarqué quelque chose de très inhabituel. La trappe qui menait au grenier était ouverte, alors qu'elle était constamment fermée. L'accès était en soi interdit pour rénovation. Et le pire, c'est que la poupée n'était plus dans le grenier. Elle était sur une des marches de l'escalier, à mi-chemin entre le grenier et le salon, comme si elle s'était baladée toute seule. La mère de Samantha ne sait pas ce que cette poupée est devenue. Est-ce qu'elle a été jetée, enterrée? Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, même sans pile et brûlée, elle continuait de bouger. Et plus de 30 ans plus tard, la mère de Samantha se souvient encore très bien de ces événements. Ça l'a profondément marqué et a raison. Nous, on se souvient encore d'Annabelle alors qu'on ne l'a jamais vue réellement. Quelqu'un qui a vraiment eu une poupée maudite, ça a de quoi marquer les esprits. Et cette fameuse poupée, qu'est-ce qu'elle pourrait nous cacher? Ce sera intéressant de savoir qui a offert la poupée, d'où elle vient. Pour le truc, le fait qu'elle se mette à fonctionner, j'ai pas d'explication sur pourquoi elle se met à fonctionner toujours à la même heure. La seule explication potentielle que j'ai, c'est pourquoi elle se met à fonctionner. Si on a déjà mis des piles dans la poupée pour la tester et qu'on les a enlevées, le courant électrique, ça fait un circuit normalement. Donc il est possible qu'en ayant mis des piles, ce circuit ait été alimenté pendant un certain temps, et donc en retirant les piles, ça a continué de fonctionner pendant un certain temps. Peut-être par à-coup, pourquoi à la même heure à chaque fois, aucune idée, mais il me semble pas stupide de dire que parfois, quand on met des piles dans un jouet et qu'on les retire, il peut continuer à fonctionner pendant 2 secondes. Là, j'ai pas le détail de est-ce qu'elle arrivait vraiment à faire 100 mètres sans s'arrêter, même s'il y avait plus de piles. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il pourrait être intéressant de voir qui a donné la poupée, mais surtout d'où elle vient. Après, le truc qui me perturbe le plus dans cette histoire, c'est le fait que la poupée était au grenier et qu'elle a été retrouvée dans l'escalier. Nouvelle théorie rationnelle, quand on dit à quelqu'un qu'il n'a pas le droit de faire quelque chose, sa seule envie c'est de le faire. Il y a des limites à ça, on n'a pas le droit de tuer, c'est pas pour autant que tout le monde a envie de le faire, quoique. Mais peut-être que quelqu'un, voulant voir ce qu'il y avait dans le grenier, s'y est rendu et que la poupée est tombée. Où est-ce qu'elle a été rangée? Est-ce qu'elle était dans un carton au fond? On ne sait pas. Peut-être qu'il l'a fait tomber derrière parce qu'il a entendu les gens se réveiller. Je vais donner un exemple tout bête. Une personne se réveille avant les autres, il va voir dans le grenier, et au moment où il est en train de regarder un peu ce qu'il y a, il entend que toute la famille se lève, il se précipite pour se barrer et ne pas être pris sur le fait de pas se faire embrouiller pour être allé dans le grenier. Il fait tomber la poupée au passage, elle se retrouve dans l'escalier. Est-ce que ça vous semble si incohérent que ça? Je pense pas. Le fait qu'elle ait chuté de la cheminée, pareil, c'est pas quelque chose qui me semble impossible. Peut-être qu'avec son poids, petit à petit, elle penchait et boum, elle est tombée dans la cheminée. Donc je me dis que sur ça, il y a plusieurs pistes à explorer qui peuvent être explicables. Si on se met par contre du côté paranormal et qu'on se dit que la poupée est potentiellement maudite ou hantée, il faudrait se renseigner principalement sur sa provenance et surtout qui l'a offerte. Je me dis que ça pourrait déjà donner pas mal d'infos. Et voilà les amis, on en a fini pour ces histoires mystérieuses d'abonnés. On a essayé de trouver des explications à chacune d'entre elles. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez vous-même un peu cogité pour essayer de trouver des pistes avec moi.
D'ailleurs, dites-moi en commentaire vos théories sur les différentes histoires qu'on a eues là. Un grand merci aux abonnés qui m'ont envoyé leurs histoires mystérieuses. Ici, on a plutôt eu du paranormal, sans mauvais jeu de mots, c'est normal. C'est quelque chose qu'on a toujours du mal à expliquer, et c'est tout le but de ce type de vidéo-là. Trouver un semblant d'explication à ces événements. Bien sûr, ce serait beaucoup plus intéressant si on pouvait avoir des vidéos ou des photos. Donc si vous souhaitez me partager une histoire mystérieuse, par exemple paranormale, n'hésitez pas à me partager des photos ou des vidéos sur Instagram, que je vous mets juste ici. Vous pouvez aussi, comme dans le témoignage d'Antoine, me partager des histoires qui vous ont marqué mais qui ne vous sont pas directement arrivées à vous. Ça peut être des disparitions, enfin vraiment tout ce qui concerne les mystères au sens global du terme. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je me dis, si vous êtes arrivé à la fin de la vidéo, félicitations à vous. Dites-le moi, je suis curieux de savoir qui va vraiment jusqu'à la fin. Marquez en commentaire poupée. Comme ça, je saurai directement qui est allé jusqu'à la fin ou pas. C'est un petit test. Merci beaucoup d'avoir regardé donc la vidéo jusqu'à la fin. Vous avez réussi à survivre. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!